progressivement, oui, mais il est nécessaire. L'autre bagage, c'est fait que différents ministères mettaient tête ensemble, développer des programmes qui pour faire que, eh bien, en milieu rural, on y arrive gain un minimum de moyens. Sous Alter Radio, l'IFE, c'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne ensemble sur les événements qui ont retenu l'attention au Moyen-Orient dans les derniers jours. Il est bien sûr question de la signature d'une entente de paix ou plutôt d'un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël après une guerre qui dure depuis maintenant plusieurs mois, sinon plusieurs années, depuis le 7 octobre 2023. Alors, nous avons une entente qui a été signée entre le Hamas et Israël, bien sûr sponsorisée, médiée par les États-Unis et l'administration Donald Trump. Il est important de comprendre que c'est une entente qui intervient maintenant après plusieurs mois de négociations, à un moment où le Hamas est un peu acculé au pied du mur. Alors, vous allez voir très rapidement que cette entente est largement favorable à Israël. Et c'est un peu ce que je vous propose aujourd'hui comme analyse, qu'on traite entièrement les 20 points, ou plutôt les principaux points de ce plan de paix proposé par Donald Trump pour qu'on comprenne d'abord les principales implications politiques, géopolitiques, stratégiques pour la région et pour les acteurs individuels, tant pour donc le Hamas, Gaza, la Palestine elle-même, le projet palestinien et additionnellement les États-Unis et Israël. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on examine ce plan Trump tel qu'il nous est déposé sur la table aujourd'hui. C'est un plan qui a été, c'est important de le rappeler, accepté, signé par le Hamas et par Israël. Alors, c'est donc le plan duquel on part pour ce processus de paix. Premier élément, on nous dit que Gaza sera une zone déradicalisée et exempte de terrorisme, qui ne constituera pas une menace pour ses voisins. D'emblée, on comprend un peu comment cette entente est paramétrée. Et encore une fois, c'est un point que vous allez observer à répétition. C'est récurrent vraiment dans cette liste de 20 points qu'on a mis sur la table. Ce sont des dispositions qui sont largement favorables à Israël. On est en train de configurer un espace sécuritaire en fonction des intérêts israéliens, beaucoup plus qu'on est en train de configurer une solution de coexistence entre la Palestine et Israël. Prochain point que je veux qu'on relève, la question des otages. Une fois tous les otages libérés, les membres du Hamas qui s'engagent à coexister pacifiquement et à retirer leurs armes bénéficieront d'une amnistie. Alors, on nous dit, les membres du Hamas qui acceptent de vivre pacifiquement avec Israël seront pardonnés. Il n'y aura pas de rétribution de la part de l'État d'Israël. C'est un des points qu'on identifie ici. Et on ajoute, les membres du Hamas qui souhaitent quitter Gaza bénéficieront d'un passage sûr vers les pays d'accueil. On ne mentionne pas exactement de quel pays d'accueil il est question. Très peu de pays actuellement dans la région et même à l'échelle internationale ont levé leurs mains pour être des refuges, des sanctuaires pour les membres du Hamas déchus, sortis de la bande de Gaza. Et vous comprendrez pourquoi. Ça représente bien sûr un enjeu d'abord politique, un enjeu sécuritaire et un enjeu diplomatique vis-à-vis les autres pays de la région. Alors, sur la question des membres du Hamas, ce qu'on nous dit ici, ils peuvent rester à Israël s'ils acceptent de se désarmer et de vivre pacifiquement. Les autres doivent quitter vers on ne sait où actuellement. On présume que ce sera attaché plus tard. Un autre point très intéressant sur la question, et ça c'est vraiment le plus important à mon avis, parce que c'est ce qui concerne l'administration de la bande de Gaza à travers tout ce processus. Et c'est là qu'on comprend un peu à quel point l'entente est favorable aux intérêts israéliens. Alors, le point 9, on nous dit « Gaza sera administré sous la gouvernance transitoire temporaire
d'un comité palestinien technocratique et apolitique, chargé de la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de Gaza. Alors, je reviens sur cette première phrase, on en a plusieurs autres dans ce point 9, mais ce premier point est très intéressant. On nous dit « administrer sur une gouvernance transitoire temporaire d'un comité palestinien technocratique et apolitique ». Alors, ce comité sera composé de Palestiniens qualifiés et d'experts internationaux, sous la supervision d'un nouvel organe international de transition, le Conseil de paix, présidé par le président Donald J. Trump. Alors, encore une fois, il est important de comprendre la structure. On nous dit, pour l'après-guerre, pour l'administration de Gaza, comment ça va fonctionner à partir de maintenant? On aura, et sur une zone très définie, on y reviendra dans un instant, c'est pas pour l'entièreté de Gaza, mais bien pour la zone contrôlée par les autorités ou l'administration palestinienne qu'on décrit en ce moment. On nous dit, il y aura un première instance, si on veut, formée d'experts et de Palestiniens. On ne nous parle pas de la composition. Combien d'experts internationaux? Combien de Palestiniens? Est-ce qu'on parle de 50-50? Est-ce qu'on parle de 20-80? Combien de membres siégeront sur ce conseil de transition? Il est très difficile de comprendre. Ensuite, au-delà de cette structure, on nous parle déjà qu'il y a un organe pour superviser cette fameuse structure d'administration. Et c'est là que le bas blesse vraiment pour ce qui est des intérêts palestiniens, parce que cette première structure, on nous dit c'est très bien, on a des Palestiniens qui siègent et on a également des experts internationaux qui auraient pour mandat d'encadrer, de faciliter. D'abord, il y a un certain élément de paternalisme là-dessus qu'on relève, de savoir qu'il y a une assistance internationale, un encadrement, une espèce de juponnage international dans lequel on contraint l'administration palestinienne pour la bande de Gaza. Vous allez travailler sous la supervision d'experts occidentaux. Ensuite, c'est que cette structure est elle-même sous la supervision d'un comité, on nous dit un conseil de paix qui serait présidé par Donald Trump, le président américain. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que cette administration qu'on nous dit, vous allez avoir l'autorité sur Gaza, seulement partiellement, parce qu'elle sera, au bout de la ligne, la subordonnée de Donald Trump personnellement, qui lui-même, on le comprend, est hautement favorable aux intérêts palestiniens. Encore une fois, on le rappelle, non seulement Trump est favorable aux intérêts palestiniens, c'est une entente qui a été entièrement rédigée sans l'input à aucun point de parties prenantes palestiniennes, qu'il soit question de l'autorité palestinienne, du Hamas ou peu importe, on pourrait même parler de pays régionaux. Jamais il n'y a eu de consultation. C'est donc Trump et Jared Kushner, en coordination avec Netanyahou. Alors, il ne faut pas se surprendre de cette entente qui est hautement favorable à Israël de ce qu'on observe jusqu'ici. On nous dit donc que Trump va être directement responsable, au bout de la ligne, en étant une forme de président de conseil d'administration, de la gestion de la bande de Gaza. Extrêmement important de le comprendre. Alors, cet organe de gestion ne sera en fait que partiellement autonome et souverain. Cet organe définira le cadre et gérera le financement du réaménagement de Gaza jusqu'à ce que l'autorité palestinienne ait achevé son programme de réforme, tel que décrit dans diverses propositions, notamment le plan de paix de Trump de 2020 et la proposition franco-saoudienne, blablabla. Alors, ce qu'on nous dit ici, encore une fois, est important de le déballer, c'est que l'organe dirigé par Trump sera celui qui recevra l'argent pour la reconstruction et le réaménagement de Gaza. Très curieux. Donc, le chapeautage ici est très direct. Le Conseil de paix distribue l'argent au compte-gouttes à l'administration qui vraiment se charge de la gestion des affaires publiques. Donc, on comprend qu'il y a un levier israélien très fort. On vient essentiellement de mettre Gaza sous tutelle. C'est important de le comprendre. C'est de quoi il est question ici. Ensuite, quand est-ce que cette situation va se terminer? On le mentionne dans ce fameux point 9 en nous disant que tel que décrit dans diverses propositions, on a demandé à l'autorité palestinienne de se réformer, question démocratique, système judiciaire, corruption, collusion, etc. On trouve que l'autorité palestinienne n'est pas assez efficace. C'est quelque chose qu'on reproche depuis des années et qui, en passant, est un constat tout à fait juste. Il est vrai qu'il y a un certain niveau de corruption, de collusion à l'intérieur de l'autorité palestinienne qui gangrène son fonctionnement au quotidien et qui limite sa légitimité comme interlocuteur pour ce qui est de la cause palestinienne. Cela étant dit, on est en train de nous dire, on vous redonnera le pouvoir à l'autorité palestinienne sur Gaza quand elle aura terminé ses réformes. Les réformes sont sur la table depuis 2020. Les réformes, on les demande depuis des années, en fait. Ça a été réitéré noir sur blanc en 2020 par Trump. C'est dans le cadre du processus des accords d'Abraham. Mais depuis très longtemps, l'autorité palestinienne est censée se réformer. Et naturellement,
les Israéliens, les Américains se fient un peu sur le fait que ça ne se produira jamais. Et c'est pourquoi on nous dit ici très, très vaguement qu'éventuellement, on remettra le contrôle à l'autorité palestinienne lorsqu'elle aura fini son processus de réforme. Ensuite, point 10. Un autre point un peu cocasse, parce qu'on vient cette fois sur le développement économique qui nous dit 10. Un point de développement économique Trump visant à reconstruire et dynamiser Gaza sera élaboré en réunissant un panel d'experts ayant contribué à la création de certaines des villes miracles modernes les plus prospères du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de verbiage, vraiment, dans cette entente. Il y a beaucoup, et là, je vous épargne les points qui sont les pires. On a des points longs comme ça où ça veut à peu près rien dire, puis on est en train de parler de dialogue interreligieux entre les Palestiniens et les Israéliens pour leur faire voir les bénéfices de la paix. Il y en a beaucoup de verbiage de la sorte dans cette entente. On le voit assez rapidement, mais là, on en a un point très explicite sur le développement économique où on dit, le développement économique, comment on va redévelopper Gaza? Ça va être Trump, un plan économique Trump, qui va essentiellement utiliser comme levier un panel d'experts ayant contribué à la création de certaines des villes miracles modernes les plus prospères du Moyen-Orient. Les villes miracles modernes les plus prospères du Moyen-Orient. Dubaï, Riyad, l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Doha, au Qatar. On présume à quoi on fait allusion ici. Il sera probablement question d'un panel formé d'architectes, d'urbanistes, de parties prenantes qui ont travaillé effectivement au développement de ces destinations que Trump trouve donc fantastiques, des destinations où on a investi dans des projets vraiment gargantuesques et en fait l'apanage de ces régimes du Golfe spécifiquement. Vous voyez des énormes projets d'infrastructure qui parfois négligent le reste des services publics et le reste, disons, des bénéfices pour la population at large. C'est quelque chose dont vont s'inspirer les États-Unis, manifestement. On nous dit que l'investissement sera donc organisé par ce panel d'experts qui, encore une fois, n'est pas déterminé en connivence avec les Palestiniens. Les Palestiniens n'ont aucun mot à dire sur le redéveloppement de la bande de Gaza. Il y a quelque chose d'un peu exceptionnel là-dessus, comme dans qui relève de l'exception. Ensuite, personne ne sera contraint de quitter Gaza. Et ceux qui le souhaitent seront libres de le faire et de revenir. Nous encourageons les gens à rester et leur offrirons la possibilité de construire un Gaza meilleur. C'est le point 12 et c'est probablement un des points qui était le plus important pour la signature du Hamas. Parce qu'on se souvient que depuis un bon moment, vous avez bien sûr ces propositions de l'administration Trump et plus largement de Washington pour on pourrait dire, le dépeuplement de Gaza. Alors qu'on parlait de l'expulsion organisée, forcée, carrément par des fins militaires, de la population de Gaza pour les envoyer on ne sait où. Et en fait, le plan qu'on avait sur la table jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à la présentation de cette nouvelle proposition Trump, c'était qu'on allait fournir des tokens numériques, des jetons numériques qu'on allait donner à ces gens pour ensuite les échanger contre des appartements dans des villes modernes propulsées par l'intelligence artificielle. C'était aussi n'importe quoi. Mais on planifiait le déplacement de la population, et c'était ce fameux Gaza-Lago dont on avait vaguement entendu parler, ou plutôt beaucoup entendu parler au cours des derniers mois, cette idée de redévelopper Gaza dans une propriété américaine. Les États-Unis feraient l'administration de Gaza, on évacuerait la population et ça deviendrait une espèce de resort. C'est seulement, ou du moins en large partie, grâce à cette proposition martienne, que les Américains ont été en mesure de ramener tout le monde à la table de négociation. C'est encore une fois un artefact de cette tactique de négociation classique de Donald Trump où on nous présente l'indésirable et l'intolérable. Certes, les Palestiniens, les Gazaouis et spécifiquement le Hamas n'étaient pas prêts à faire les concessions qu'on demandait d'eux, notamment sur rendre tous les otages en premier, sans même de concessions militaires d'Israël. C'était le genre de choses qui était impossible. On demandait ensuite qu'Israël se retire entièrement de la bande de Gaza. C'était une précondition à la négociation. Le Hamas exigeait de dire pourquoi on vous donnerait nos armes et on vous rend tous les otages, dans le fond notre levier, alors qu'Israël occupe encore notre territoire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? La question se pose. Le Hamas n'a jamais accepté ça. Aujourd'hui, on l'accepte. Je crois, notamment, parce qu'on était arrivé au pied du mur et parce que la tactique de négociation qui a été pratiquée par Washington a fait comprendre au Hamas que l'alternative était 20 fois pire. Alter Radio. Et on a vraiment amené tout le monde à la ligne d'arrivée, un peu en les forçant.
Ça a placé Israël dans cette situation où, soudainement, il était avantageux d'avoir une entente de paix. D'abord, on s'entend, l'entente de paix est hautement favorable, mais encore plus, on ne peut plus se permettre de continuer sans briser la relation avec les États-Unis et y nuire considérablement. Maintenant, Netanyahou fait tout un tour de victoire. D'abord, il peut se retourner, regarder les États-Unis et leur dire « C'est pour ça que je voulais négocier aussi longtemps. C'est pour ça que je ne voulais pas accepter les propositions qui étaient sur la table avant. C'est que je savais qu'on pouvait extraire ce genre d'entente hautement avantageuse by the rule of the gun. En ayant notre fusil sur la tempe du Hamas, on sera en mesure d'avoir de meilleures concessions de leur part et on va les forcer à les faire. » C'était le discours de Netanyahou. Aujourd'hui, il peut dire « Vous voyez, j'avais raison. » Encore plus, il peut se retourner et regarder la population israélienne qui disait « Mais tu vas tuer tous les otages, la priorité c'est de les faire rentrer, cette opération à Gaza City est une escalade absolument irresponsable. » Et Netanyahou a été de l'avant. Aujourd'hui, il peut se retourner et regarder la population israélienne qui dénonçait l'opération. Regardez l'état-major de sa propre armée qui lui disait que c'était de la folie et qu'il fallait maintenant mettre fin à la guerre, peu importe l'offre qu'il y avait sur la table et les concessions qu'on demandait d'Israël. Netanyahou de dire constamment « non, hors de question ». Aujourd'hui, il se retourne, il regarde tout le monde et dit « vous voyez, qui avait raison? On a eu tout ce qu'on voulait et encore plus, et on a la possibilité de retourner en guerre dans 1 an si jamais on a le désir de le faire. » Et c'est pourquoi je vous dis qu'Israël, là-dessus, vient vraiment d'obtenir un coup de circuit, et Netanyahou spécifiquement. On s'attend donc que Netanyahou va surfer sur cette vague de popularité. Et c'est mes prédictions, ce sont mes prédictions en fait pour la situation qu'on a devant nous. Alors que Netanyahou maintenant peut plaider la victoire totale et entière. Je vous dis pas en passant que Netanyahou est un génie stratégique, mais je vous dis qu'il a gagné. Il faut rendre à César ce qui lui revient, et en tant qu'analyste géopolitique, il y a moindrement d'intégrité intellectuelle. Si je vous dis que Netanyahou fait des mauvais coups et des erreurs et qu'il y a parfois des trucs sur lesquels Israël est complètement out of bounds, absolument. On n'est pas en train de faire un portrait moral de la chose. On vous fait un portrait stratégique. Netanyahou a gagné sur toute la ligne, et donc, si je joue les cartes de Netanyahou en ce moment, je suis pas stupide. Je m'en vais en élection maintenant, in the minute. À l'intérieur de 30 jours. Et d'ailleurs, curieux, la Cour israélienne a maintenant donné 30 jours à Netanyahou pour déclencher une enquête sur les événements du 7 octobre, une enquête publique. Je vous prévois une élection au cours des 30 prochains jours à Israël. Cette enquête n'aura pas lieu. Additionnellement, on apprend, et vous me parliez du procès de Netanyahou. Netanyahou a effectivement des charges de corruption contre lui, 3 charges de corruption, si je me souviens bien. Des charges criminelles. Et ce procès est essentiellement mis sur pause par des ministres israéliens qui proposent actuellement des mesures législatives pour épargner Netanyahou. Trump donnait un discours à la Knesset la semaine dernière pour honorer l'entente de paix, se féliciter, donner des tapes dans le dos. Et Trump, parlant de Netanyahou, regarde le président israélien, le président de la Chambre, M. Herzog, et lui dit « Mais pourquoi vous lui donnez pas un pardon? » Parlant de Netanyahou. Et la Chambre se lève en applaudissements et en ovation pour la déclaration de Trump en disant « Ben oui, pourquoi qu'on pardonne pas Netanyahou? » Alors je vous le dis, ce procès de corruption pour Netanyahou, c'est terminé, c'est fini, ça n'existe pas, inquiétez-vous pas pour ça. Sa prérogative, c'est plutôt de partir en élection pour brasser une nouvelle coalition. Il va ressortir de ça beaucoup plus fort. Tous les zélés de sa coalition vont probablement être expulsés par la population palestinienne, par la population israélienne, pardon. Et Netanyahou va ressortir avec les coudées beaucoup plus franches pour la ronde 2. Soyez pas naïfs. C'est seulement une pause. Le temps qu'Israël reprenne son souffle, qu'on se réapprovisionne, qu'on mène l'élection, que Netanyahou puisse consolider son pouvoir pour les prochaines années. Et bien sûr, l'enjeu officieux de cette prochaine élection, ce sera 2 choses. Ce sera un référendum sur 1, la campagne expansionniste menée par Netanyahou, cette campagne expansionniste de l'ère de sécurité israélienne. Et deuxièmement, ce sera un référendum sur l'implémentation de cette entente de paix. Comment ça doit être fait? Ou comment ça ne doit pas être fait? Netanyahou, paradoxalement, va être le candidat de la suspicion, le candidat de « c'est pas fini, on est encore en guerre ». Et d'ailleurs, vous avez des déclarations
par le gouvernement israélien, que je vous relève juste ici. On nous dit des officiers seniors à l'intérieur du bureau du premier ministre israélien nous disent « On insiste que la guerre avec Gaza n'est pas terminée. » Ce n'est pas fini. C'est seulement la première phase, dit l'officiel. Il faut encore qu'on la complète. Si on ne l'a pas complétée, ce n'est pas fini. Alors, l'intention israélienne est de poursuivre. Et en fait, on a un autre article absolument fascinant qui vient un peu vendre la mèche pour les Israéliens là-dessus, parce que on a un commentaire qui nous provient, si je me souviens bien, on parle du New York Times. Je fais la traduction en temps réel. Les analystes israéliens et les officiels du gouvernement ont dit que la finalité la plus probable était que la phase 2 du plan serait enlisée. Ils s'attendent à ce que le statu quo va durer pour tellement longtemps qu'il va s'enraciner, que le Hamas sera toujours armé et que l'armée israélienne va refuser de se retirer de Gaza. C'est les Israéliens qui nous disent ça. Ils ont déjà le playbook entièrement préparé. De dire, la deuxième phase va s'enliser, on va s'arranger pour que ça s'enlise. Quand ça va arriver, naturellement, le Hamas va garder ses armes, on va continuer à les bombarder et ça va être un statu quo par la durée qu'on va le désirer. En fait, on ajoute ici, dans cette circonstance, il prévoit aussi que l'armée israélienne va traiter le groupe, le Hamas, beaucoup comme on traite le Hezbollah au Liban. Des frappes occasionnelles sur les militants du Hamas ou sur leurs dépôts d'armes depuis l'extérieur. Alors Israël voit déjà le jeu qu'on a devant eux actuellement, n'a aucune intention de voir ce plan se réaliser et comprenez très bien leurs intérêts. L'intérêt israélien ici, ce n'est pas que le plan de paix se matérialise. L'intérêt, c'est effectivement qu'on reste à la phase 2, à la phase de l'implémentation. Une fois que l'échange d'otages a été fait, OK, maintenant, le retrait israélien, la menace de sécurité, désarmement du Hamas. Le Hamas dit déjà qu'il est hors de question de se désarmer. Ou plutôt, vous avez un conflit là-dessus, alors que l'aile politique du Hamas qui a négocié l'entente, qui est à Doha, au Qatar, dans des chambres capitonnées, en chemise et cravate, disent « oui, on va se désarmer ». Alors que la faction armée, l'aile armée du Hamas, l'aile militaire qui se trouve à Gaza et qui mène les opérations de défense contre l'opération de défense israélienne, les opérations offensives contre les forces de défense israéliennes, nous disent de leur côté « hors de question, on ne se désarme pas ». Et on a appris en fait que c'était une des sources de conflit entre ces deux factions. La question du désarmement, le Hamas qui est à Gaza dit c'est pas crédible. Israël va continuer à tous nous massacrer si jamais on se désarme. Alors que l'aile politique dit écoutez, c'est la seule porte de sortie. Alors vous sortez, vous venez nous rejoindre au Qatar et c'en est terminé. Là-dessus, les Israéliens sont très clairs. Ils ont l'intention que ça dure et je vous prévois, je vous garantis. Je suis désolé de l'annoncer comme ça. Je suis désolé, mais c'est de la lucidité, du pragmatisme et du discernement. Je vous prédis qu'Israël va tout faire en son pouvoir pour empêcher le désarmement complet du Hamas. On va utiliser plusieurs moyens. Question d'action directe, d'action clandestine. On va également activer des clans rivaux du Hamas à l'intérieur de Gaza. Chose en passant qu'on a su, Israël avait déjà fait par le passé, en fait, tout au long de la guerre contre le Hamas, depuis le 7 octobre 2023. On a appris par l'admission, en fait, de Netanyahou, après qu'il avait été accusé de le faire par son ancien chef des renseignements de sécurité, qui sort et qui dit « Hey, c'est un véritable scandale. En ce moment, on est en train d'appuyer des criminels et des groupes armés à Gaza pour qu'ils foutent la merde, pour délégitimer le Hamas. » Et Netanyahou est sorti publiquement et a dit « Ouais, effectivement, on a activé des groupes rivaux à l'intérieur de la bande de Gaza. » Donc, vous comprenez où je m'en vais avec ça. Israël a tous les leviers, tous les moyens possibles pour saboter ce processus de désarmement et de pacification de la bande de Gaza. On revient à la formation du Hamas. Qui a formé le Hamas? Qui a travaillé à contribuer justement à ce que le Hamas émerge comme principale force politique à l'intérieur de la bande de Gaza? Ce fut Israël et les services de renseignement extérieur d'Israël qui ont tout fait, voyant que le Hamas était totalement inacceptable comme interlocuteur, voyant que c'était la faction la plus radicale et la plus violente, que jamais personne ne les considérait comme interlocuteurs légitimes. Alors, on a tout fait pour les propulser jusqu'à la tête de Gaza à travers un appui clandestin et ça a permis la situation qu'on a aujourd'hui.
on est tombé dans un statu quo où Israël est en mesure de ne pas engager du tout la discussion sur un État palestinien parce que Gaza, parce que Hamas. Alors, ne soyons pas naïfs. Israël n'a aucune intention de voir ce processus de désarmement être complété. Netanyahou va plutôt partir en élection. L'enjeu officieux, je vous le disais tout à l'heure, ça va être un référendum sur la campagne expansionniste et sur cet accord de paix. On va très bien comprendre que si Netanyahou revient au pouvoir, on y retournera pour la phase 2. La phase 2, ce sera la prise totale, la conquête, la prise de Gaza, après que Netanyahou nous ait plaidé qu'il y avait encore des cellules terroristes du Hamas qui opèrent à l'intérieur de Gaza City et donc Israël n'a pas d'autre choix que d'y retourner. Non seulement ça va se passer à l'intérieur de 10 à 18 mois. Juste assez pour permettre à Israël de souffler un peu, de réapprovisionner son armée, de consolider son contrôle à l'intérieur de la zone jaune, de mener ses élections à l'intérieur du pays, mais surtout de maximiser la fenêtre Trump. Pourquoi on veut se dépêcher, y retourner? Pourquoi on n'attendra pas 3 ans puis 4 ans? Parce que Trump ne sera pas là pour toujours. On a une fenêtre historique inédite qu'on doit maximiser. Tant que Trump est là, Israël va se boucher le nez et aller jusqu'au bout à Gaza, indépendamment de ce qu'elle reçoit depuis l'international, indépendamment de son état d'isolation, indépendamment des manifestations dans les rues, des chicanes à la Knesset. Netanyahou va aller de l'avant parce que c'est sur quoi il aura été élu. Alors, ne faites pas le saut, s'il vous plaît. Ne soyez pas scandalisés ni surpris lorsqu'inévitablement cette entente va s'effondrer. Maintenant, il y a une question quand même qui est tout à fait valide. Vous me dites, mais c'est n'importe quoi. Si c'est entièrement défini pour Israël, puis c'est une entente qui a été écrite essentiellement par le gouvernement israélien puis signée par les États-Unis, pourquoi le Hamas a accepté ça? On n'avait plus aucun choix, tout simplement. Le Hamas, au moment où on se parle, n'a plus aucune capacité ni de freiner, ni même de contraindre l'action militaire israélienne dans la bande de Gaza. On a l'Iran qui, essentiellement, est MIA depuis plusieurs mois, Missing in Action. L'Iran ne vient pas du tout en aide au Hamas, ne vient pas du tout en aide au Hezbollah non plus. Et le Hamas, politiquement, est au pied du mur, politiquement et militairement. On n'a plus d'alliés, on est isolé, on n'a plus d'aide, tout le monde n'a plus de patience. Même les pays de la région sont en train de se ranger avec la position américaine pour mettre fin à la guerre. Et donc, naturellement, le Hamas voit les murs se refermer sur lui-même. Si on est pour tous mourir et être expulsés, puis que là, en plus, Trump nous fait des déclarations sans ambiguïté qui disent « si c'est pas accepté dans 7, 8, 10 jours, je donne le go à Israël, le feu vert, et ils font ce qu'ils veulent. » Soudainement, le Hamas était pressé de signer. Et s'il y a quoi que ce soit, je vous le dis, probablement qu'ils allaient signer il y a 15 jours, 2 semaines, 3, 1 mois même, lorsqu'on a eu ce bombardement d'Israël à Doha, au Qatar. Les factions du Hamas se rencontraient pour entériner la proposition Trump. Et ils ont été bombardés dans la pièce pendant que ça avait lieu. Alors, j'ai l'impression que les Israéliens essayaient effectivement d'empêcher la signature et qu'on entérine cette proposition de paix, le temps qu'on maximise nos gains, qu'on extrait encore plus d'avantages de la part des États-Unis. Et cette menace de Trump, comme quoi c'est maintenant ou jamais, a probablement poussé le Hamas à agir. On veut également, au-delà de défendre nos propres intérêts, il faut le mentionner, on veut éviter l'expulsion de la population. Et comme c'est actuellement, on évite l'expulsion de la population palestinienne. Vous me direz, le Hamas en a rien à chier, le Hamas gère ses propres intérêts, that's it, that's all. Oui et non. Le Hamas a quand même à gérer, sa propre position vis-à-vis du peuple palestinien. Si on veut garder une forme d'influence, on ne peut pas non plus être vu comme ceux qui les ont vendus et qui ont amené tout le monde jusqu'au pied du mur. Donc là-dessus, c'est un certain gain. On évite l'expulsion de la population. Et il y a ce conflit entre les ailes politiques et militaires qui a probablement forcé l'organisation au bout de la ligne à l'accepter. Donc, on s'en va en élection. Israël va tout faire pour que le désarmement n'aille nulle part, que ce soit par action directe, clandestine, activation de clans rivaux. Le procès Netanyahou, c'est complètement terminé et il y aura un retour en guerre imminent d'ici 10 à 18 mois lorsque les conditions seront favorables pour Israël. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio.